Ça, c'est le moment où l'espace, le temps, la matière et l'énergie, telles que nous les connaissons, n'existaient pas encore. Un instant où les lois de la physique n'étaient pas encore écrites. C'est pendant cette période que les scientifiques appellent l'ère de Planck que tout a commencé. L'ère de Planck est un mystère qu'on va essayer de décrypter où les pièces du puzzle ne peuvent pas être encore assemblées. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il en manque. On ne sait pas où chercher, malgré le fait que tout prend forme petit à petit, mais que rien n'émerge de tout cet assemblage. C'est une période si dense en énergie et si infiniment petite que nos théories actuelles de la physique, aussi puissantes soient-elles, atteignent leurs limites. Pourtant, cette ère est fondamentale pour comprendre l'évolution de l'univers dans son ensemble. C'est durant cette période qu'une force très puissante appelée superforce existe. C'est aussi à cette époque que les premières particules élémentaires auraient émergé du néant. En gros, l'ère de Planck représente le tout premier instant de l'univers, une fraction de seconde après le Big Bang où les lois de la physique étaient complètement différentes. Les conditions extrêmes qui y régnaient défient alors de loin notre compréhension actuelle. Comment un endroit peut-il être aussi chaud, aussi dense ? C'est une zone de non-sens pour nous, un moment hors du temps, hors de notre portée. Mais on va tenter d'expliquer le plus possible cette période qui a donné naissance à l'univers. Cette période qui, si elle n'avait pas existé, rien de ce qu'on connaît n'existerait. L'ère de Planck, c'est une période de l'univers comme le Big Bang, l'inflation ou la période de recombinaison, et elle fait partie de l'histoire de l'univers. L'inflation, c'était la phase où l'univers s'est étendu, et la recombinaison, c'est le moment où les atomes et la matière s'est créés. Cette période, l'ère de Planck, s'étend jusqu'à 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, qu'on appelle le temps de Planck. Mais comment sait-on que c'est cette valeur ? Pourquoi cette valeur aussi extrême ? À savoir d'ailleurs qu'il n'y a pas que le temps à avoir cette valeur si petite. Il y a aussi l'espace. C'est difficile à concevoir parce qu'on a toujours évolué dans un univers où les lois sont fixes et indépendantes du temps. On n'a rien connu d'autre. Mais il faut bien comprendre que les conditions extrêmes qui régnaient alors, avec une densité, une température et une pression inimaginables, changent quand même pas mal les règles du jeu. On peut dire à cette époque que les cartes avaient été redistribuées et tout ça mis bout à bout défie notre compréhension actuelle de l'univers. L'espace-temps lui-même était probablement quantifié, fluctuant de manière aléatoire à une échelle microscopique. Mais c'est pas tout, puisque l'une des caractéristiques les plus intrigantes de l'ère de Planck, c'est l'unification des 4 forces fondamentales de la nature. Pour faire simple, les interactions gravitationnelles et électrofaibles étaient particulières, ou du moins différentes. Donc, en une fraction de seconde, l'univers passe d'un état où les forces fondamentales de l'univers sont toutes différentes à une configuration où elles deviennent celles qu'on connaît aujourd'hui. Chacune joue un rôle spécifique dans la structuration de la matière et de l'énergie. Elles sont les piliers de notre univers. On verra pourquoi plus tard, mais la gravité a joué un rôle important. Cette distinction des 4 forces fondamentales marque le début de la mise en place des lois physiques qu'on observe aujourd'hui et qui régissent tout, des étoiles aux particules élémentaires. Remontons le temps de plusieurs millions d'années, puis de milliards. Revenons à l'époque de la formation des galaxies et des étoiles. On arrive encore un peu tard. Il faut remonter encore un peu plus. On passe l'époque de la formation de la matière, on remonte l'inflation cosmique, et on voit que l'univers rétrécit en un point, là. Nous sommes à 10 puissance moins 43 secondes, juste après le Big Bang. C'est l'ère de Planck. D'ailleurs, pourquoi 10 puissance moins 43 secondes ? Eh bien parce que 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, il apparaît le tout premier événement marquant le début de la cosmologie. Il s'agit de la première dissociation d'une interaction de la superforce. Autrement dit, la force de gravité se sépare des autres interactions fondamentales. Parce qu'au début, toutes les forces étaient liées entre elles et fonctionnaient en même temps. Mais 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, la gravité décide de jouer cavalier seul. Cette première rupture dans l'unification des forces est le point de départ de la formation des structures physiques de l'univers. Elle marque le début du passage de l'inflation cosmique, une phase d'expansion extrêmement rapide où l'univers passe d'une échelle incroyablement petite à une taille gigantesque. En d'autres termes, à la fin de l'ère de Planck, l'univers commence à se structurer et la matière ainsi que l'énergie commencent à se différencier. Mais c'est pas tout. L'ère de Planck est considérée comme le début de l'univers tel que nous le connaissons, parce qu'elle est le premier moment où le temps et l'espace, comme on le conçoit, émergent. Avant cette période, il est théoriquement possible que des événements ou des processus aient lieu, mais ils sont au-delà de notre capacité à les comprendre ou à les mesurer. Et ce, parce que nos théories actuelles ne peuvent pas décrire ce qui se passe dans des conditions aussi extrêmes. La notion même de temps ne pourrait plus avoir de sens avant l'ère de Planck. C'est aussi à partir de ce moment que l'univers est observable à travers divers effets indirects. La fin de l'ère de Planck représente le véritable commencement de l'histoire de notre univers en tant que structure, avec un espace-temps, des particules, des forces et de la matière.
Pourquoi la période de l'ère de Planck ne peut pas être décrite par nos théories? Eh bien c'est parce qu'elles sont actuellement incompatibles. Je m'explique. Actuellement, deux grandes théories permettent d'expliquer deux choses très différentes dans l'univers. D'un côté, on a la relativité générale, et de l'autre, la mécanique quantique. La théorie de la relativité générale, développée par Einstein en 1915, a révolutionné notre compréhension de la gravité en la considérant non plus comme une force, mais comme une courbure de l'espace-temps. C'est grâce à cette théorie qu'on comprend enfin pourquoi on est tous attirés par la Terre et que la Terre tourne autour du Soleil. Cette théorie est extrêmement précise pour décrire les phénomènes astrophysiques et cosmiques. Elle nous permet de comprendre la structure des trous noirs, l'expansion de l'univers, et même les phénomènes comme la dilatation du temps à proximité de champs gravitationnels intenses. À l'heure actuelle, elle n'a jamais été mise en défaut et c'est l'une des théories les plus puissantes des sciences. Sauf qu'elle a un petit défaut, c'est qu'elle commence à s'effondrer dès que l'on atteint des échelles extrêmement petites, comme celle de l'ère de Planck. Autrement dit, cette théorie commence à décrire des choses qui n'ont pas de sens. Les calculs deviennent moins précis et deviennent totalement faux dès qu'on se trouve à des échelles très petites. Alors pour plus de détails, le problème est que la relativité générale imagine l'espace-temps comme une structure. On le peut voir comme un drap lisse et continu. Mais dans des conditions comme celles pendant l'ère de Planck, il y a des phénomènes minuscules, comme des toutes petites variations de densité et de gravité, qui deviennent tellement importantes faisant que le drap de l'espace-temps ne peut plus être lisse. Il est forcément distordu, froissé et tout ce que vous pouvez imaginer, mais il ne peut pas être lisse. Et ça parce qu'il existe des effets qui n'ont lieu que dans le monde du très petit, qu'on appelle effets quantiques. Et la relativité générale ne tient pas compte de tous ces effets-là. Pour parler de manière brève et vulgaire, la relativité générale ne décrit pas l'espace-temps à des échelles microscopiques. Les échelles de longueur et de temps approchent celles de la longueur et du temps de Planck d'environ 10 puissance moins 35 mètres et 10 puissance moins 43 secondes. À ces échelles, l'espace-temps fluctue lui-même, ce qui ferait de lui une structure dynamique et instable. D'un côté, la mécanique quantique est très efficace pour décrire les interactions entre les particules à des échelles subatomiques, mais elle rencontre aussi des difficultés quand elle est appliquée à l'ère de Planck. La mécanique quantique permet de décrire la position et l'énergie des particules dans des conditions ordinaires, donc des conditions de la vie de tous les jours. Mais ces principes ne sont pas conçus pour traiter les interactions gravitationnelles à des échelles aussi petites que l'ère de Planck, où la gravité quantique devrait théoriquement intervenir. La gravité quantique, c'est imagine la Terre et la Lune qui s'attirent, mais imagine ça dans le monde quantique, du très petit. Dans ce monde-là, on ne parvient pas à décrire la gravité. On ne pourrait même pas expliquer comment cette mini-Lune et cette mini-Terre réussissent à s'attirer mutuellement. Et tout ça parce qu'il n'existe pas de théorie de la gravité quantique, donc de théorie décrivant la gravité à des échelles très petites. Sans une telle théorie, il est impossible de décrire ce qui se passe avec précision dans des conditions aussi extrêmes que l'ère de Planck. Donc en fait, dès qu'on tente d'appliquer les principes de la mécanique quantique à des effets de phénomènes gravitationnels extrêmes, eh bien des incohérences apparaissent. Par exemple, les tentatives de combiner la relativité générale et la mécanique quantique donnent lieu à des infinis mathématiques qui n'ont aucun sens, ce qui indique que quelque chose ne va pas dans notre compréhension actuelle. Et on parle de phénomènes gravitationnels extrêmes, parce que vous imaginez, tout l'univers entier était contenu dans une région extraordinairement petite et l'énergie était concentrée de manière inimaginable. Alors ça paraît vraiment fou dit comme ça, et ça paraît même irréaliste. Mais ça c'est parce que le cerveau humain aura toujours ses limites. C'est comme si j'étais en train de vous dire qu'il était possible de faire entrer un rond dans un carré, alors que depuis tout petit, on sait que ça marche pas. Sauf que là, c'est la science qui parle, et elle permet juste de décrire l'univers jusqu'à l'ère de Planck. Donc oui, on peut dire que tout l'univers était contenu dans cette région minuscule. Les températures atteignaient alors des valeurs proches de 10 puissance 32 degrés Celsius. Une chaleur qui dépasse de loin les températures des étoiles les plus chaudes, des explosions nucléaires ou de ce qu'on peut faire en laboratoire. En comparaison, le centre du Soleil, qui est l'un des environnements les plus chauds que nous puissions connaître, atteint une température d'environ 15 millions de degrés Celsius. Ça représente une différence de 25 ordres de grandeur. Cette température extrême est directement liée à l'énergie colossale qui était concentrée dans l'univers à cette époque. À des températures aussi élevées, les particules qui constituaient la matière, comme les protons, les neutrons, n'existaient pas encore sous leur forme actuelle. La chaleur était si intense que les particules élémentaires ne pouvaient pas se lier pour former des structures stables comme les atomes. Même les quarks, qui composent les protons et les neutrons, ne pouvaient pas se lier entre eux sous l'effet de cette chaleur extrême. Ils étaient libres et le principe de confinement de couleur n'avait pas eu lieu. À cette température, les particules élémentaires qui peuplaient l'univers étaient dans un état de plasma de quark-gluons, où les quarks et les gluons existaient librement. Cette température incroyable impose alors l'unification des forces fondamentales. L'extrême chaleur est responsable de cette fusion des forces car à ces températures suffisamment élevées, les différences entre les interactions disparaissent. C'est aussi ce qu'on appelle la température de grande unification. C'est ce processus qui rend l'ère de Planck particulièrement importante, parce qu'il marque un moment où l'univers était gouverné par une sorte de symétrie fondamentale
et qui s'est brisé de plus en plus à mesure que les températures diminuaient. Mais à des températures aussi élevées, les effets quantiques prennent une importance primordiale. À 10 puissance 32 degrés Celsius, les particules étaient propulsées à des vitesses proches de celles de la lumière, rendant les fluctuations quantiques incroyablement violentes et dominantes. Alors quand je parle de fluctuations, je parle là de variations, de mouvements, le fait que ça bouge. C'est dynamique et donc les densités augmentent puis diminuent, etc. Ces fluctuations sont si importantes que même l'espace-temps, normalement perçu comme continu dans la relativité générale, devient turbulent et instable. Un peu comme l'eau qui bout dans une casserole. Il est estimé que la densité de l'univers à ce moment-là pouvait atteindre des valeurs proches de 10 puissance 94 grammes par centimètre cube. Alors pour mieux se représenter cette valeur, on peut la comparer avec la densité d'une étoile à neutrons, un des objets les plus denses de l'univers observable, qui est d'environ 10 puissance 14 grammes par centimètre cube. Ça signifie que la température de l'univers pendant l'ère de Planck était 80 ordres de grandeur plus élevée que celle des étoiles à neutrons. À cette densité, la matière telle que nous la connaissons ne pouvait exister sous aucune forme stable. Cette densité incroyable implique que l'univers entier était concentré dans un volume minuscule. Un cube dont les côtés sont de l'ordre de la longueur de Planck, soit environ 1,6 fois 10 puissance moins 35 mètres. C'est une échelle incroyablement petite, bien au-delà des capacités de mesure actuelles. À cette échelle, la matière ne peut plus être décrite par les concepts familiers que nous utilisons habituellement. D'où le fait que les lois de la physique étaient différentes. Et donc, à cause de cette densité extrême, la gravité était incroyablement forte. Contrairement à l'univers actuel où la gravité est l'interaction la plus faible à l'échelle microscopique, eh bien dans l'ère de Planck, elle était aussi puissante que les autres forces. Tout ça modifie radicalement la dynamique de l'univers. À l'échelle humaine, les objets massifs comme les étoiles ou les planètes génèrent une courbure modérée de l'espace-temps. Mais dans l'ère de Planck, la courbure de l'espace-temps était si intense qu'elle ne pouvait plus être décrite par la théorie d'Einstein. L'univers était dans un état où la gravité elle-même fluctuait en raison de la densité et de l'énergie incroyablement élevée. Elle variait tout le temps, en chaque instant. Durant l'ère de Planck, la matière n'était pas structurée comme aujourd'hui, et toute l'énergie de l'univers était contenue dans cette soupe primordiale. Cette énergie, sous la forme d'interactions quantiques et de fluctuations gravitationnelles, contribuait à l'expansion extrêmement rapide de l'univers. Bref, si on devait récapituler jusque-là, on sait que l'ère de Planck, c'est chaud, c'est petit, c'est très dense et qu'aucune des deux grandes théories de l'univers ne permet de décrire ce moment. Cette chaleur, cette taille minuscule, ce laps de temps si infime, tout ça peut être vu comme étant ce qu'on appelle les unités de Planck, qui sont des valeurs de température, de distance, de densité, de temps associées à l'ère de Planck. Elles ont été proposées par le physicien Max Planck en 1899 et elles forment un ensemble de valeurs fondamentales qui permettent de décrire l'univers à des échelles où les lois de la physique classique s'effondrent et où les effets quantiques et gravitationnels deviennent inséparables. En gros, Max Planck il a calculé des valeurs à partir desquelles nos théories ne marchent plus. Ces valeurs nous décrivent l'ère de Planck au début de l'univers et elles correspondent au moment de la séparation de la force de gravité avec les autres forces. Ces unités de Planck offrent une manière universelle de mesurer le temps, la longueur, la masse, la température et d'autres quantités physiques. Alors ce qu'a fait Max Planck, eh bien c'était super intelligent. En fait, il a décrit les plus petites valeurs compréhensibles pour nous. C'est comme si vous découpiez une seconde. Une seconde, c'est entre 0 et 1. Mais entre les deux, il y a 0,1, 0,2, 0,3 jusqu'à 1. Et entre 0 et 0,1, il y a 0,01, 0,02, 0,03, etc. Bref. Au final, à force de faire ça, on arrive à un 5,39 fois 10 puissance moins 44 secondes. En dessous de ce temps, nos théories ne marchent plus. Et c'est pareil avec la taille et la longueur de Planck, mais aussi avec la température, etc. Prenons un exemple pour bien comprendre avec la longueur de Planck. Cette longueur, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 35 mètres. Représente la plus petite longueur à laquelle l'espace-temps peut être considéré comme continu. En dessous de cette échelle, les effets quantiques gravitationnels deviennent si forts que l'espace-temps lui-même cesse d'être lisse et continu. Vous avez compris le principe, je pense. La longueur de Planck constitue donc la limite au-delà de laquelle les notions habituelles de physique classique s'effondrent. Elle donne une idée de la taille minuscule de l'univers pendant l'ère de Planck. L'univers entier était contenu dans une région de l'ordre de cette longueur. C'est à cette échelle qu'on trouve la gravité quantique, une théorie unifiant la mécanique quantique et la relativité. Et cette barrière physique impose une limite à notre compréhension du commencement de l'univers. Les événements qui se sont produits pendant cette première fraction de seconde ont défini les conditions initiales de l'univers que nous observons aujourd'hui. Après le temps de Planck, l'univers a continué à évoluer selon les lois physiques qui commencent à être mieux comprises et qui s'appliquent une fois que l'univers a suffisamment grandi pour que la courbure de l'espace-temps soit moins extrême. Et d'ailleurs, il existe la vitesse de Planck, qui est le résultat de ce qu'on obtient en divisant la longueur de Planck par le temps de Planck. Et on obtient la plus grande vitesse atteignable par un objet. Ça vous rappelle rien ? Eh bien, c'est la vitesse limite
qu'un objet ne peut pas dépasser. C'est évidemment la vitesse de la lumière. La vitesse de Planck correspond en réalité à la vitesse de la lumière, donc par définition, on dit que la vitesse de Planck n'existe pas, ou du moins, on l'appelle d'un nom plus familier. Il existe aussi la masse de Planck qui vaut environ 2,18 x 10 puissance moins 8 kg. Cette masse est relativement petite par rapport aux objets macroscopiques que nous connaissons, mais elle est gigantesque dans le domaine subatomique. Par exemple, elle est bien supérieure à la masse d'un proton ou d'un neutron. À l'échelle des particules élémentaires, elle représente une masse critique où les effets quantiques et gravitationnels s'équilibrent. La masse de Planck est aussi liée à l'énergie des particules dans l'univers primitif. À cette époque, les particules possédaient des énergies de l'ordre de l'énergie de Planck. À ce niveau énergétique, on rappelle que les forces fondamentales de la nature, y compris la gravité, étaient de la même intensité. Ce qui explique pourquoi elles étaient unifiées en une seule superforce, qui se sont par la suite dissociées à mesure que l'univers s'est refroidi. La masse de Planck marque le seuil au-dessus duquel une particule créerait une singularité gravitationnelle, autrement dit, un mini-trou noir. Et c'est là que tout se rejoint, vous commencez peut-être à comprendre. Distance et temps donnent la vitesse la plus extrême qui existe. L'énergie donne l'alliance entre les 4 forces de l'univers. La masse nous donne la masse minimale pour créer un mini-trou noir, ayant une taille de la longueur de Planck. À ces échelles, tout se rejoint. À part les unités fondamentales, qui sont la longueur de Planck et la masse de Planck, il existe d'autres unités dérivées qui jouent aussi un rôle important dans la compréhension des phénomènes extrêmes de l'ère de Planck. Tout ça nous permet de décrire les quantités physiques qui régnaient pendant cette période initiale de l'univers. Et on parlait d'énergie, mais je ne vous ai pas montré à quel point elle était incroyablement grande. L'énergie de Planck était d'environ 1,22 x 10 exposant 19 gigaélectronvolts. C'est à cette énergie que les particules élémentaires et les forces fondamentales deviennent indiscernables, ce qui en fait un concept clé pour la physique des hautes énergies et de la gravité quantique. Elle dépasse largement les énergies observables dans les accélérateurs actuels, soulignant à quel point l'univers primitif était différent du nôtre. La force de Planck est l'intensité maximale qu'une interaction physique peut atteindre, avec une valeur d'environ 1,21 x 10 exposant 44 newtons. Elle représente une force gravitationnelle bien au-delà de tout ce qu'on observe aujourd'hui, et elle est critique dans la compréhension des interactions à l'échelle de la longueur de Planck. L'ère de Planck est une période correspondant à l'unification des 4 forces fondamentales de la nature, comme je l'ai dit. Il existe la gravitation, l'électromagnétisme, l'interaction forte et l'interaction faible. Alors oui, la gravitation est maintenant décrite comme une courbure de l'espace-temps, sauf qu'elle est aussi décrite comme une force, on utilise toujours les équations de Newton par exemple, et à cette époque, comme on ne peut pas parler de relativité générale, eh bien on est en droit de parler de force, de gravitation. Je dis ça parce que je vous vois venir en commentaire. Sauf que moi, j'ai rien inventé, et c'est bien comme ça qu'on l'a défini dans les premiers stades de l'univers. Dans ces conditions extrêmes, ces forces étaient indissociables, formant une superforce unique. En gros, elles sont unifiées en une seule et même interaction fondamentale. Cette unification, c'est l'une des raisons pour lesquelles les théories physiques actuelles, comme la relativité générale et la mécanique quantique, sont incapables de décrire avec précision ce qui s'est passé pendant cette période. Au-delà du fait que l'aspect mathématique entre ces deux théories soit complètement différent, il faut surtout une théorie capable de tout réunir. Environ 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, la première de ces forces, la gravité, se dissocie des autres. Cet événement marque la fin de l'ère de Planck proprement dite et l'entrée dans une nouvelle phase, celle de la grande unification. Cette dissociation initiale est d'une importance capitale car elle entraîne la fin de la symétrie parfaite qui existait entre les forces de l'univers. Les lois physiques, telles que nous les connaissons aujourd'hui, commencent à émerger de cette rupture de symétrie. Mais au vu de ce que je viens de vous dire, eh bien, on a une définition plus précise de l'ère de Planck et elle correspond à une période où les 4 forces étaient unifiées. Après la gravité, les autres forces fondamentales se séparent à des moments différents au cours des premières fractions de secondes de l'histoire de l'univers. La prochaine force à se dissocier est l'interaction forte, responsable de la cohésion entre les particules au sein des noyaux atomiques, comme les quarks. Ce processus se produit environ 10 puissance moins 36 secondes après le Big Bang. L'interaction électromagnétique et l'interaction faible restent encore unifiées pendant une brève période et forment ce qu'on appelle l'interaction électrofaible. Mais ces deux forces vont se séparer à leur tour lors de l'ère électrofaible, environ 10 puissance moins 12 secondes après le Big Bang. Et jusqu'à maintenant, on reste avec les 4 forces distinctes. Après, il y a quelque chose d'intriguant avec cette supposée brisure de symétrie. Cette symétrie a été brisée lorsque les forces ont commencé à se dissocier. Et c'est cette brisure de symétrie qui a façonné l'univers tel que nous le connaissons. Mais pourquoi cette symétrie a été brisée? Eh bien, on ne sait pas vraiment, mais on a des éléments de réponse. Comprendre comment et pourquoi cette superforce est dissociée est une question centrale en physique théorique. Ça nous mène à la recherche d'une théorie du tout.
qui lierait la gravité aux autres forces fondamentales. Et quelques pistes sont explorées, dont une où il faudrait quantifier l'espace-temps lui-même. L'un des principaux défis pour élaborer une théorie de la gravité quantique réside dans la manière dont la gravité déforme l'espace-temps. Contrairement aux autres forces qui agissent dans l'espace-temps, la gravité agit directement sur lui. Ça rend difficile l'application des méthodes standards de la mécanique quantique qui considèrent généralement que l'espace-temps est une toile statique sur laquelle évoluent les particules. Dans une théorie de la gravité quantique, l'espace-temps lui-même devient un objet dynamique soumis aux fluctuations quantiques. L'enjeu, c'est donc de trouver un cadre théorique unifié qui soit capable de décrire à la fois les interactions quantiques des particules et la géométrie variable de l'espace-temps. Depuis tout à l'heure, je parle de fluctuations quantiques, mais qu'en est-il? Et ces fluctuations ont de très grandes chances d'avoir existé, même sans connaître précisément ce qu'il s'est passé durant l'ère de Planck. Parce que dans ces conditions, les fluctuations quantiques de l'espace-temps, qui sont des variations aléatoires de l'énergie sur des échelles extrêmement petites, jouent un rôle primordial. Pour comprendre le rôle des fluctuations quantiques, il faut comprendre ce que c'est. Mais revenons à ce moment, où il n'existait que l'ère de Planck. Les fluctuations quantiques sont des perturbations d'énergie du vide quantique, présentes même en l'absence de toute matière ou rayonnement. En d'autres termes, le vide n'est jamais vide. Dans l'univers primordial, alors qu'il n'existait pas encore de particules de matière, les lois de la mécanique quantique imposaient que l'énergie du vide ne soit pas strictement nulle. Donc, même s'il n'y avait rien, il y avait toujours une faible énergie résiduelle qui existait. Ces fluctuations spontanées, également connues sous le nom d'énergie du point zéro, ont créé des régions où l'énergie variait légèrement autour de la valeur moyenne. Ces petites variations sont fondamentales pour comprendre comment les premières inégalités dans les répartitions de la matière et de l'énergie se sont formées. Pendant l'ère de Planck, les fluctuations étaient particulièrement importantes en raison des densités et d'énergie extrêmes de l'univers. L'espace-temps lui-même était soumis à des variations. À cette échelle, les variations quantiques n'affectaient pas seulement les particules, mais aussi la structure de l'espace-temps lui-même. Ces perturbations locales, même si elles étaient infimes, allaient ensuite se dilater à travers l'inflation cosmique pour devenir les graines des grandes structures cosmiques. Peu de temps après, l'ère de Planck, une phase d'expansion exponentielle, a pris le relais. En d'autres termes, les régions plus denses créées par ces fluctuations se sont dilatées et après cette phase d'expansion, elles sont devenues les zones d'attraction où la matière allait s'accumuler sous l'effet de la gravité. À partir de ces petites surdensités, les premières protostructures de l'univers ont pu se former au fil du temps pour notamment donner les galaxies actuelles. De manière générale, comprendre l'univers aux échelles les plus petites et aux énergies les plus élevées, comme celles présentes pendant l'ère de Planck, a conduit les physiciens à chercher une théorie qui puisse réconcilier la relativité générale et la mécanique quantique. Vous l'avez compris, je vous en ai déjà parlé, mais j'aimerais approfondir ce sujet, puisque c'est là qu'interviendrait la théorie des cordes, l'une des propositions les plus ambitieuses pour unifier deux cadres théoriques et fournir une description cohérente des phénomènes de l'ère de Planck. La théorie des cordes propose une révision radicale de notre compréhension des particules élémentaires. En temps normal, on décrit les particules comme des points sans dimension. On dit que l'électron ou les quarks ne sont que des points qui sont régis par les lois de la mécanique quantique. Mais sauf que la théorie des cordes, elle va suggérer que les particules ne sont pas des points, mais plutôt des objets unidimensionnels appelés cordes. Ces cordes peuvent vibrer à différentes fréquences, et chaque mode de vibration correspond à une particule spécifique. Par exemple, c'est comme si vous jouiez de la guitare et qu'en pinçant une corde, au lieu d'émettre un La, cette corde émet une particule comme un photon. Puis si vous pincez une autre corde, au lieu d'émettre un Do, vous émettriez une autre particule. Et là, c'est un peu le même principe parce qu'une corde vibrante d'une certaine manière pourrait correspondre à un électron, tandis qu'une autre vibration représenterait un photon. L'avantage de cette approche est qu'elle permet d'éviter certains problèmes qui surviennent quand on tente de concilier mécanique quantique et relativité générale. En donnant aux particules une dimension spatiale, la théorie des cordes règle un peu tous les problèmes. Mais surtout, la théorie des cordes possède une propriété cruciale. Elle inclut naturellement une particule qui ressemble au graviton, la particule hypothétique qui pourrait transmettre la force gravitationnelle dans une version quantique de la gravité. Ça suggère que la gravité est non seulement compatible avec la mécanique quantique dans le cadre de la théorie des cordes, mais qu'elle en découle automatiquement. L'un des objectifs principaux de la théorie des cordes est d'unifier toutes les forces fondamentales en une seule théorie cohérente. En gros, on fait tenir les 4 forces fondamentales dans une seule équation. Ça, on n'arrive pas à le faire en temps normal, mais la théorie des cordes nous le permet. Alors elle ne décrit pas seulement la gravité, mais aussi toutes les autres forces dans un même langage. Ça ouvre donc la voie à une théorie unifiée des forces, où la gravité, l'électromagnétisme et les forces nucléaires ne sont que des manifestations différentes d'une seule et même interaction fondamentale. On a besoin de ce type d'unification pour comprendre les conditions extrêmes de l'ère de Planck, où ces forces ne sont pas encore différenciées. Donc comprendre ces forces permettrait de comprendre la superforce initiale et obtenir des informations importantes sur son origine et sa dissociation. Donc on pourrait comprendre cette fameuse ère de Planck de manière bien plus détaillée.
On pourrait peut-être même aller au-delà. Mais tout n'est pas tout rose avec cette théorie. La théorie des cordes implique des dimensions supplémentaires de l'univers. Pour fonctionner correctement, cette théorie ne nécessite non pas 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle, comme on le reconnaît actuellement, mais bien 10 dimensions. Ces dimensions supplémentaires pourraient être enroulées sur elles-mêmes et invisibles à nos échelles actuelles, mais elles deviennent cruciales à l'échelle de Planck. Et donc la théorie des cordes propose que dans les conditions initiales, l'espace-temps pourrait être constitué d'une structure plus fondamentale, dans laquelle les cordes vibrent et interagissent. Et cette idée, elle nous permettrait de comprendre les phénomènes extrêmes comme au centre même des trous noirs, ou les tout premiers instants de l'univers. Mais bon, malgré ces promesses, la théorie des cordes n'est pas encore une théorie achevée. Un des principaux défis est l'absence de preuves. À cause des énergies extrêmement élevées nécessaires pour observer directement les effets des cordes, proches de l'énergie de Planck, il est actuellement impossible de vérifier expérimentalement la validité de cette théorie. Et même la théorie des cordes admet une grande variété de solutions possibles, ce qui rend difficile à déterminer quelle version spécifique correspond à notre univers. Mais heureusement pour nous, c'est pas la seule théorie qui existe pouvant nous permettre de comprendre l'ère de Planck. La gravité quantique à boucle en est une autre théorie qui, pareil, cherche à unifier la gravité avec les principes de la mécanique quantique. Sauf qu'elle évite certains des problèmes que pose la théorie des cordes. On l'a principalement développée dans les années 80-90, et cette approche adopte une perspective différente de la nature de l'espace-temps, en le quantifiant directement, plutôt que de tenter d'unifier toutes les forces fondamentales en une seule théorie, comme le fait la théorie des cordes. C'est-à-dire que l'unification des forces n'est pas une cause, mais une conséquence. Bon, on va faire simple. La gravité quantique à boucle se concentre uniquement sur la gravité, et tente de la décrire de manière cohérente à des échelles aussi petites que l'ère de Planck. Pour ce faire, elle va considérer que l'espace-temps n'est plus une toile lisse et continue, comme on l'imagine dans la théorie de la relativité générale. Mais on va dire que l'espace-temps est discret à l'échelle la plus fondamentale. Autrement dit, elle est constituée de grains qu'on appelle plutôt des quantas. Un quanta, c'est la valeur la plus petite qui existe pour une unité, on l'a dit. Par exemple, un quanta d'espace, c'est un tout petit bout d'espace de la taille de Planck. Et donc l'espace-temps serait fait de plein de ces quantas entrelacés les uns avec les autres. Ça fait qu'on n'a plus du tout un espace-temps lisse, mais quelque chose qui fait plein de petits points liés entre eux. La gravité quantique à boucle a donc ce qu'on appelle quantifier l'espace-temps. Et dans cette théorie, on résout le problème du centre des trous noirs. Dans la manière dont on comprend l'univers actuellement, on dit que le centre des trous noirs n'a pas de taille et que l'espace-temps est déchiré. Et donc le centre des trous noirs va donc être représenté par un quanta d'espace-temps. Alors la matière qui entre dans un trou noir ne s'effondre pas vraiment, mais elle vient s'agglutiner sur ce même quanta d'espace-temps si petit. Cette théorie admet aussi le fait que l'univers puisse rebondir, c'est-à-dire qu'il arriverait un moment où dans le futur, il commencera à s'effondrer sur lui-même, puis il rebondira et il se reproduira un nouveau Big Bang, et ainsi de suite. Ce qui voudrait dire qu'avant notre univers, qu'on connaît actuellement, il y a eu d'autres univers, encore et encore d'autres. Quand il s'effondrera de nouveau sur lui-même, l'univers atteindra de nouveau cette taille de la longueur de Planck, et à partir de ce moment-là, il devrait rebondir et créer un nouvel univers. Alors si les singularités sont évitées, ça signifie que l'ère de Planck ne représente plus le début de l'univers, mais un point de transition entre deux phases de l'univers. L'univers serait donc éternel, évoluant à travers des cycles de contraction et d'expansion. Et si jamais on trouve des preuves justifiant que l'univers a bien eu des cycles comme ça, alors on pourrait peut-être prouver cette théorie. Des preuves, il y en a peut-être. Il existe peut-être des résidus, des sortes d'échos gravitationnels qu'on pourrait détecter. Des vagues dans l'espace-temps qui résonneraient dans l'univers. Si on les détecte, ça serait le jackpot. On changerait totalement notre vision de l'univers. Mais il existe une autre théorie qui fait beaucoup de bruit et pouvant potentiellement décrire ce qu'il s'est passé à l'ère de Planck. C'est la supersymétrie appelée SUSY. Elle repose sur l'idée que chaque particule de matière possède un partenaire supersymétrique, ou appelé superpartenaire. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est un peu compliqué, vous allez voir. En fait, il existe un modèle qu'on appelle le modèle standard. Dans ce modèle, les particules sont divisées en deux grandes catégories. Il y a les fermions qui constituent la matière, comme les électrons, les quarks, etc. et les bosons, qui véhiculent les forces fondamentales, comme l'est le photon, par exemple, qui représente la force électromagnétique. Dans cette théorie, chaque fermion possède un boson partenaire, et chaque boson un fermion superpartenaire aussi. Par exemple, l'électron, un fermion, aurait pour partenaire supersymétrique le sélectron, un boson. Pour le photon, qui est un boson, aurait comme superpartenaire le photino. Cette symétrie n'est pas apparente dans la nature aujourd'hui, ce qui signifie que la supersymétrie est correcte, mais elle doit être brisée à des énergies relativement basses par rapport à celle de l'ère de Planck. Donc en gros, elle existait avant, à une époque où l'énergie était très élevée. Mais au fil du temps, quand l'énergie a baissé, cette supersymétrie s'est brisée.
L'un des objectifs des expériences menées dans les accélérateurs de particules, comme le Grand Collisionneur de Hadron, est justement de trouver des indices de cette brisure de symétrie. Et ce, en cherchant des particules supersymétriques. Et l'un des apports majeurs de la supersymétrie est qu'elle permet de rendre les théories de la physique plus cohérentes à des énergies extrêmement élevées, comme celles qu'on connaît à l'échelle de Planck. Bref, tout ça pour dire que cette supersymétrie permet d'envisager une théorie cohérente où on décrit la gravité dans le monde quantique. C'est ce qu'on essaie de faire depuis tout à l'heure, avec les deux théories que je vous ai présentées. À l'ère de Planck, où les 4 forces fondamentales étaient probablement unifiées en une seule superforce, la supersymétrie aurait pu jouer un rôle central dans cette unification. À des énergies aussi extrêmes, la distinction entre les forces que nous connaissons, gravité, électromagnétisme, force nucléaire forte et force nucléaire faible, pourrait disparaître, laissant donc place à une force unifiée dont la supersymétrie serait la composante essentielle. Pendant l'ère de Planck, les conditions de température et de densité étaient si extrêmes que la physique classique ne pouvait plus s'appliquer. La supersymétrie, en unifiant les forces fondamentales, pourrait fournir une description plus précise de l'univers primitif. Et si elle est correcte, les particules supersymétriques pourraient avoir influencé les fluctuations dont je vous parlais tout à l'heure, et même contribué à la formation de la matière noire. Cette matière invisible, mais qui est pourtant bien présente, on pense, dans l'univers. En particulier, l'une des hypothèses les plus populaires est que la particule supersymétrique la plus légère, appelée le neutralino, dans certains modèles, pourrait constituer la matière noire. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Bon, là, on a vu 3 théories, assez compliquées d'ailleurs, potentielles pouvant expliquer l'ère de Planck. Mais aucune des 3 n'est prouvée, et elles manquent toutes cruellement de preuves solides. À l'heure actuelle, ces théories restent spéculatives, mais prometteuses d'un point de vue théorique, et les prédictions ne sont pas encore vérifiables avec les technologies actuelles. Les problèmes, c'est que ces théories décrivent l'univers dans un état qu'on n'a jamais vu, et qu'on a du mal à reproduire sur Terre. Alors forcément, c'est compliqué. Notre technologie n'est peut-être encore pas suffisamment avancée pour justifier de ces théories. Mais bon, avant de considérer la véracité de ces théories pouvant apporter des observations directes ou indirectes de l'ère de Planck, il faut comprendre la notion de singularité cosmologique, qui constitue un point de départ théorique de l'histoire de l'univers. Le terme singularité, ça décrit un état où les densités et les températures de l'univers deviennent infinies, où les lois de la relativité générale cessent de s'appliquer. À l'instant du Big Bang, toute la matière et l'énergie de l'espace-temps étaient concentrées en un point infiniment petit, une singularité. Mais cette description reste incomplète, parce qu'elle n'explique pas la nature même de cette singularité, ni les processus qui ont conduit à l'expansion rapide de l'univers. L'ère de Planck, c'est justement cette zone floue où la mécanique quantique et la relativité générale doivent être unifiées pour qu'on puisse avoir une image de l'origine de l'univers. Un des moments clés qui a suivi l'ère de Planck est ce qu'on appelle l'inflation cosmique. Et on pense que c'est l'ère de Planck qui a façonné d'une certaine manière cette inflation, qui a elle-même conduit à l'univers qu'on connaît aujourd'hui. L'inflation cosmique est quasi indissociable de l'ère de Planck. Après l'ère de Planck, l'univers a connu une expansion rapide et exponentielle. Et ce phénomène est généralement associé à un champ, souvent appelé inflaton, qui aurait rempli l'univers primitif. Ce champ aurait provoqué une force répulsive qui aurait causé l'accélération de l'univers. Cette expansion super accélérée est la conséquence d'un univers presque vide, plat et homogène qu'on observe à l'heure actuelle. Pendant cette période, les fluctuations quantiques initiales ont été étendues, ce qui a donné lieu à des variations de densité pouvant se développer en galaxies et autres structures à grande échelle. Quand on regarde l'univers, on voit à quel point il est homogène et isotrope. On remarque aussi cette distribution presque parfaite des grandes structures de l'univers. Mais il existe un cadre physique pour décrire comment ces fluctuations quantiques se sont manifestées et comment l'inflation a été déclenchée. Et c'est ici que l'ère de Planck entre en jeu, parce que cette période fournit le contexte nécessaire pour explorer les mécanismes ayant précédé cette inflation. Comme on l'a dit, toutes les forces étaient unifiées à cette période. La gravité s'est ensuite dissociée, et c'est cette dissociation-là qui aurait pu avoir généré le champ inflaton. Ce champ aurait ensuite beaucoup fluctué et donné comme cette impulsion à l'univers pour son expansion. Mais l'un des principaux défis de la cosmologie moderne est de relier ces deux périodes. Une meilleure compréhension de l'ère de Planck pourrait révéler pourquoi l'inflation a eu lieu. Or, à l'heure actuelle, on en connaît trop peu. Et comme je vous le disais, quand on observe l'univers de manière un peu globale, eh bien on voit comment les grandes structures de l'univers sont réparties. On voit qu'il y a très peu de matière à certains endroits que dans d'autres. Et ces variations-là ressemblent étrangement aux variations qu'on observe dans le monde quantique. Ce qui donne bien une preuve du fait que durant l'ère de Planck, il y avait des fluctuations quantiques. Ces fluctuations se sont ensuite comme agrandies suite à l'inflation cosmique, donc quand l'univers s'est agrandi. Puis elles se sont stabilisées à l'échelle macroscopique et ont conduit à des légères variations de densité dans la structure même de l'univers à grande échelle. Ces fluctuations de densité, qui sont maintenant devenues grandes, se sont ensuite élargies sous l'effet de la gravité, formant des régions de surdensité qui allaient devenir des galaxies et des régions de sous-densité qui sont devenues des vides intergalactiques.
L'inflation a donc comme gelé ces fluctuations existantes au début de l'univers, ce qui explique pourquoi l'univers est tel qu'il est. Après la période de l'inflation, l'univers a continué à s'étendre, mais à un rythme beaucoup plus lent. Et finalement, l'évolution a suivi son cours, et nous sommes là aujourd'hui. Malgré les avancées technologiques et les efforts continus des scientifiques, il est actuellement impossible d'avoir accès à cette période de l'ère de Planck. Comme on l'a dit, les lois de la physique actuelle ne permettent pas de décrire cette région. Et donc, il faudrait des théories décrivant la gravité à l'échelle quantique pour la comprendre. Et en plus, les phénomènes qui se déroulent à cette échelle sont extrêmement courts. C'est des temps bien au-deçà de une seule seconde, ce qui laisse pas trop de traces facilement détectables. Et surtout, cette période est invisible avec nos télescopes. Elle remonte trop loin dans l'univers. La lumière n'existait pas à cette époque et donc impossible à voir avec des observations optiques. Pour comprendre l'ère de Planck, les cosmologistes comptent sur l'observation et des manifestations indirectes de ces événements, comme par exemple les ondes gravitationnelles, comme on en a parlé. On peut aussi tenter de capter des signatures indirectes de l'ère de Planck en mesurant encore et encore le fond diffus cosmologique. Mais bon, si des découvertes doivent être faites, on les fera probablement avec les générations futures d'instruments qui arriveront dans les prochaines dizaines d'années. L'ère de Planck, même si elle ne dure qu'un infime instant de 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, joue un rôle fondamental dans la compréhension de l'univers. C'est à cette période que les conditions étaient si extrêmes que les 4 forces fondamentales étaient réunies en une seule superforce. Cette unification des forces et des interactions nous rappelle que nos lois physiques, qui semblent être si stables et universelles aujourd'hui, ne s'appliquaient pas à cette époque. Cette ère nous pousse à comprendre le début de notre univers. Qu'avait-il avant cette ère de Planck? Comment l'univers était-il de manière précise? Pourquoi cette ère a-t-elle existé? Tellement de questions auxquelles on a trop peu ou pas de réponse. Peut-être qu'on en saura plus à l'avenir. Et si vous souhaitez me soutenir sur cette chaîne et que cette vidéo vous a plu, une cagnotte est disponible dans la description de cette vidéo. Ça m'aide beaucoup pour faire des vidéos qualitatives et aussi longues que celle-ci, parce que je sais que vous aimez les vidéos longues. Bref, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Zebroulos. Bye.